Un agent de sécurité a suivi Clint Eastwood pendant 20 minutes dans une bijouterie de Beverly Hills, sur ordre de la gérante. Il n'a pas l'air de pouvoir s'offrir quoi que ce soit ici. Quand Clint a demandé à avoir une montre précise et a dit qui la lui avait recommandée, ce qui s'est passé a sidéré les 12 témoins et a fait les gros titres. C'était un vendredi après-midi de novembre 2019, et Clint Eastwood cherchait une montre. Pas pour lui. Clint portait la même simple montre depuis 20 ans et n'avait aucune envie de la remplacer. Il cherchait un cadeau pour les 40 ans de son fils Scott, qui approchait dans 2 semaines. Un ami, Robert Chen, PDG d'une grande société d'investissement et collectionneur de montres averti, lui avait recommandé une boutique spécifique à Beverly Hills, Prestigious Timepieces, une horlogerie de luxe spécialisée dans les pièces rares et d'époque. Robert y achetait ses montres depuis 15 ans et y avait dépensé plus de 2 millions de dollars. « Demande la Rolex Daytona de 1965 », avait dit Robert à Clint pendant un déjeuner la semaine précédente. « Ils viennent d'en acquérir une. Elle est parfaite pour Scott. Dis-leur que je t'envoie. Ils prendront soin de toi. » Clint avait appelé le matin même pour confirmer que la montre était toujours disponible. La personne au téléphone, dont il n'avait pas retenu le nom, avait dit oui. La pièce était là, et il pouvait passer quand il voulait. Clint a donc pris sa camionnette, s'est garé dans la rue, et est entré dans Prestigious Timepieces vers 15 heures. Il était habillé comme d'habitude. Jeans, chemise décontractée, chaussures confortables. À 89 ans, il avait bien gagné le droit de s'habiller comme il l'entendait. La boutique était petite, mais impeccable. Des vitrines exposant des montres de 50 000 à plus d'1 million de dollars. Au mur, des certificats d'authenticité encadrés et des photos du propriétaire avec diverses célébrités ayant acheté leurs pièces ici. Une musique classique douce en fond. Il y avait 4 autres clients, tous bien habillés, chacun assisté par un vendeur en costume. Derrière le comptoir principal se tenait Jennifer Walsh, la gérante. 34 ans, 10 ans de vente de luxe, 18 mois à la tête de Prestigious Timepieces. Elle se vantait de savoir lire les clients, d'évaluer rapidement qui était un acheteur sérieux et qui perdait son temps. Quand Clint est entré, Jennifer a fait son évaluation en 3 secondes. Homme âgé, tenue décontractée, pas de grande marque, une camionnette vue par la fenêtre. Probablement un touriste entré par curiosité. Certainement pas quelqu'un qui pouvait s'offrir une montre à 50 000 dollars, encore moins les pièces à 6 chiffres de la maison. « Je peux vous aider ?» demanda Jennifer, avec un sourire poli mais froid. « Je viens voir la Rolex Daytona de 1965, » dit Clint. « J'ai appelé ce matin. On m'a dit qu'elle était toujours là. » Le sourire de Jennifer se crispa. Une Daytona de 1965. Ils en avaient une, affichée à 485 000 dollars. Ce vieil homme en jean croyait qu'il allait regarder une montre à un demi-million. « Cette pièce est actuellement réservée pour un client, » dit Jennifer. C'était un mensonge. Elle n'était pas réservée, mais elle n'avait aucune intention de sortir une montre à près d'un demi-million pour quelqu'un qui semblait sortir d'un vide-grenier. « La personne à qui j'ai parlé ce matin m'a dit qu'elle était disponible, » dit calmement Clint. « Il y a eu un malentendu. Cette pièce fait partie de notre collection premium, que nous ne montrons qu'aux acheteurs préqualifiés. Avez-vous un compte chez nous ? » « Non, mais Robert Chen m'a recommandé votre boutique. Il a dit de le mentionner. » Jennifer connaissait Robert Chen. Tout le monde chez Prestigious Timepieces le connaissait. L'un de leurs 5 meilleurs clients de tous les temps. Mais elle ne croyait pas une seconde que Robert Chen ait envoyé ce vieil homme en tenue décontractée chez eux. « Je vois », dit Jennifer, toujours incrédule. « Monsieur Chen est certes un client précieux, mais nous exigeons tout de même une préqualification pour nos pièces premium. Si vous voulez bien remplir ce formulaire de renseignements financiers, je voudrais juste voir la montre, dit Clint. Robert m'a dit qu'elle serait parfaite pour l'anniversaire de mon fils. » Jennifer prit une décision. Elle fit un geste subtil en direction de Marcus, l'agent de sécurité posté près de l'entrée. Marcus, 28 ans, 5 ans de sécurité dans diverses boutiques de Beverly Hills,
connaissait les codes implicites du luxe. Il se rapprocha, se plaça à environ 3 mètres de Clint, assez près pour surveiller, mais pas trop pour ne pas être trop visible des autres clients. Jennifer parla à voix basse à Marcus, mais pas assez bas. 2 clients à proximité l'entendirent. « Surveille-le, il pose des questions sur les pièces premium, mais ne correspond pas au profil. Assurez-vous qu'il ne touche à rien sans supervision. » Clint l'entendit aussi, mais ne dit rien. Il se mit simplement à regarder les montres dans les vitrines, se déplaçant lentement dans la boutique, examinant les pièces derrière le verre. Et Marcus le suivit. Pas de façon évidente, il restait à 2 ou 3 mètres. Mais partout où Clint allait, Marcus allait. Quand Clint s'arrêtait devant une vitrine, Marcus s'arrêtait. Quand Clint passait à la suivante, Marcus suivait. Cela dura 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Les autres clients commencèrent à remarquer. Une femme qui faisait du shopping avec son mari chuchota. « Ce vigile suit ce vieux monsieur ?» Son mari regarda et confirma. Un homme d'affaires, examinant une Patek Philippe, leva les yeux et vit cette scène étrange. Un client âgé filé par la sécurité comme un potentiel voleur à l'étalage. Clint finit par s'arrêter devant une vitrine au fond de la boutique. Il resta un long moment à regarder les montres à l'intérieur. Marcus se positionna près de lui, bras croisés, observant. Une des vendeuses, une jeune femme nommée Amy Chen, aucun lien avec Robert, avait regardé toute cette situation se dérouler avec un malaise grandissant. Elle travaillait chez Prestigious Timepieces depuis 3 mois et avait appris la politique implicite de la boutique. Certains clients reçoivent un service immédiat, d'autres sont suivis par la sécurité. Elle n'avait jamais aimé ça, mais elle s'était tue parce qu'elle avait besoin de ce travail. Mais quelque chose dans cette situation précise la dérangeait. Le vieux monsieur n'avait pas un comportement suspect, il ne touchait à rien, il n'était pas bruyant. Il regardait simplement des montres, ce que les gens font dans une bijouterie. Pourtant, on le suivait depuis 20 minutes comme un criminel. Amy s'approcha de Jennifer. « Je devrais lui demander s'il a besoin d'aide. Il est là depuis un moment. » « Non, » dit fermement Jennifer. « S'il était un acheteur sérieux, il aurait déjà demandé. Il ne fait que regarder. Marcus le surveille. » Clint se retourna et revint vers le comptoir principal où se tenait Jennifer. Marcus le suivait, restant proche. « Je voudrais voir la Daytona de 1965, s'il vous plaît, » dit Clint à Jennifer. « Comme je vous l'ai dit, cette pièce nécessite une préqualification. » « Je comprends. Je suis prêt à l'acheter aujourd'hui si c'est ce que je cherche. Robert Chen m'a spécifiquement recommandé cette montre dans votre boutique. Si vous voulez l'appeler pour vérifier, je peux vous donner son numéro. » La détermination de Jennifer vacilla un instant. Et si ce vieil homme disait vrai? Et si Robert Chen l'avait vraiment envoyé? Mais non. Elle regarda les vêtements de Clint, sa vieille camionnette dehors, la façon dont il avait erré dans la boutique pendant 20 minutes. Ça ne pouvait être qu'une erreur ou une arnaque. « Monsieur, je vais être franche avec vous. La pièce que vous demandez coûte 485 000 $. C'est près d'un demi-million. » Compte tenu de votre situation, je ne pense pas que... Vous ne pensez pas que je peux me le permettre, termina Clint à sa place. Le magasin devint silencieux. Les autres clients avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Tout le monde regardait. Environ 12 personnes au total. 4 clients, 4 vendeurs, l'agent de sécurité, Jennifer et 2 autres employés sortis du bureau du fond. « Je ne fais pas d'hypothèse sur vos finances, » dit Jennifer, mais c'était exactement ce qu'elle faisait. « J'essaie simplement de gérer les attentes. Nous avons eu des situations où des gens venaient demander à voir des pièces chères sans les moyens de les acheter, et ça fait perdre du temps à tout le monde. Alors vous avez fait suivre par la sécurité pendant 20 minutes parce que vous supposiez que je vous faisais perdre votre temps ?» Le visage de Jennifer s'empourpra. Elle n'avait pas voulu que la surveillance soit si évidente, et certainement pas que cela devienne une scène devant d'autres clients. Marcus s'assurait simplement que tous nos clients se sentent en sécurité. En me suivant spécifiquement moi, dit Clint, j'ai remarqué qu'il ne suivait personne d'autre, juste moi. Un des clients, un homme d'affaires en costume coûteux, prit la parole. J'ai remarqué aussi, je suis là depuis 30 minutes et votre vigile suit ce monsieur depuis tout ce temps.
C'était très visible. Jennifer sentit le contrôle de la situation lui échapper. « Monsieur, si vous n'êtes pas prêt à acheter aujourd'hui, je vous ai dit que je suis prêt à acheter. Je veux voir la montre que Robert Chen a recommandée. Si vous ne croyez pas qu'il m'a envoyé, appelez-le. Son numéro de portable est… » Jennifer leva la main. Elle sortit son téléphone et alla dans le bureau du fond, composant le numéro de Robert Chen à partir de la base client. Robert répondit à la deuxième sonnerie. « Jennifer, bonjour. Que puis-je pour vous ?»« Monsieur Chen, excusez-moi de vous déranger. » « Un monsieur est ici, prétendant que vous l'avez envoyé pour voir la Daytona de 1965. Je voulais vérifier. »« Clint ?» demanda Robert immédiatement. « Est-ce qu'il est là ?»« Oui, je l'ai envoyé. Il cherche un cadeau pour l'anniversaire de son fils. Pourquoi m'appelez-vous au lieu de lui montrer la montre ?» Le ventre de Jennifer se serra. « Il y a eu une confusion, monsieur Chen. C'est Clint Eastwood, c'est un ami. Je vous ai spécifiquement recommandé votre boutique parce que j'ai confiance en vous. Pourquoi diable m'appelez-vous pour vérifier au lieu de vous occuper de lui ?»« Monsieur Eastwood ?»« Bien sûr, monsieur Chen. Je m'en occupe immédiatement. » Elle raccrocha et resta un instant dans le bureau, le visage brûlant de honte et d'un début de panique. Elle venait de faire suivre Clint Eastwood par la sécurité comme un voleur. Robert Chen, leur meilleur client, allait entendre comment elle avait traité sa recommandation personnelle. Jennifer retourna en salle. Le silence était total. Tout le monde regardait. « Monsieur Eastwood, » dit Jennifer d'une voix légèrement tremblante. « Je vous prie de m'excuser pour la confusion. Je serais ravi de vous montrer la Daytona de 1965 si vous voulez bien vous installer dans notre salon VIP. » « Je n'ai pas besoin de salon VIP, » dit Clint doucement. « J'avais juste besoin d'être traité comme un client, pas comme un suspect. Vous m'avez fait suivre par la sécurité pendant 20 minutes parce que vous supposiez que je n'avais pas les moyens d'être là. Vous avez menti sur la réservation de la montre. Vous m'avez jugé sur mes vêtements et ma camionnette. Et vous avez fait tout ça devant tout le monde dans cette boutique. » Les 12 témoins ne dirent rien, mais plusieurs étaient clairement du côté de Clint, hochant la tête, regardant Jennifer avec désapprobation. « Monsieur Eastwood, je vous présente mes sincères excuses. J'ai commis une terrible erreur de jugement. Vous avez fait une hypothèse fondée sur l'apparence. Ce n'est pas une erreur, c'est une politique. Je vous ai regardé. Vous avez traité les autres clients différemment. Vous avez fait suivre uniquement moi. C'est comme ça que vous gérez votre boutique. » Jennifer n'eut pas de réponse, car il avait raison. Clint se dirigea vers la porte. « Je n'achèterai rien ici, et je dirai à Robert pourquoi. » Il sortit. La boutique resta silencieuse plusieurs secondes après la fermeture de la porte. Puis, un des clients, l'homme d'affaires qui avait parlé plus tôt, reposa la montre qu'il envisageait d'acheter et sortit sans un mot. La femme et son mari l'imitèrent. En 5 minutes, les 4 clients étaient partis et aucun n'avait acheté quoi que ce soit. Robert Chen appela la boutique 15 minutes plus tard. Pas Jennifer. Il appela directement le propriétaire. David Martinez, qui était dans son bureau à l'étage et ignorait tout de ce qui venait de se passer. Robert lui raconta tout, non pas du point de vue de Jennifer, mais de celui de Clint. Parce que Clint avait appelé Robert sur le chemin du retour pour le remercier de sa recommandation, mais qu'il avait décidé d'acheter ailleurs. David visionna les images de sécurité. Il vit Marcus suivre Clint dans la boutique. Il vit les autres clients remarquer la scène. Il vit la confrontation au comptoir. Il vit tout le monde partir sans rien acheter. Ce soir-là, David vira Jennifer Walsh. Marcus, l'agent de sécurité, fut également licencié. David appela personnellement Clint pour s'excuser, proposa de lui livrer la Daytona 1965 gratuitement. Clint refusa. « Que puis-je faire pour arranger les choses ?»« Formez votre personnel, » dit simplement Clint. « Apprenez-leur que la façon dont une personne s'habille ne vous dit rien de ce qu'elle peut s'offrir ni de savoir si elle mérite le respect. Et faites comprendre que la surveillance suit le comportement, pas l'apparence. » David fit plus que former son personnel. Il écrivit un courriel à tous les employés de ces 3 boutiques, décrivant ce qui s'était passé sans nommer Clint et instituant de nouvelles règles. Aucun client ne devait être suivi par la sécurité sans preuve de comportement réellement suspect. Tous les clients devaient être accueillis et assistés,
quelle que soit leur apparence. Toute personne surprise à faire du profilage basé sur l'habillement ou le véhicule serait immédiatement licenciée. 3 jours plus tard, le Wall Street Journal publia un article sur le profilage racial et social dans le commerce de luxe, utilisant un exemple anonyme d'une bijouterie de Beverly Hills où un client habillé simplement avait été suivi par la sécurité pendant 20 minutes avant de révéler qu'il avait été recommandé par le meilleur client de la boutique. L'article ne citait pas Prestigious Timepieces, mais les gens du milieu savaient. L'article devint une lecture obligatoire dans les cours de gestion de la vente au détail. David Martinez l'envoya à tout son personnel avec une note. Voici ce qui arrive quand on oublie que notre métier est de servir les clients, pas de les juger. Amy Chen, la jeune vendeuse qui s'était sentie mal à l'aise en voyant Clint être suivie, fut promue adjointe de direction. David lui dit « J'ai besoin de personnes qui remarquent quand quelque chose ne va pas et veulent y remédier. C'est vous. » Clint finit par trouver la montre qu'il voulait dans une autre boutique, où il fut traité avec respect dès son entrée. Scott l'adora. Et dans les séminaires de formation à la vente de luxe à travers tout le pays, Prestigious Timepieces devint une histoire édifiante. La boutique qui suivit Clint Eastwood comme un voleur à l'étalage perdit une vente de 485 000 $, perdit la confiance de son meilleur client, et apprit que les hypothèses sur l'apparence sont le moyen le plus rapide de détruire à la fois sa réputation et son entreprise. Si cette histoire de profilage commercial aux conséquences dévastatrices, de surveillance basée sur l'apparence et de la dignité d'un client qui compte plus qu'une vente d'un demi-million de dollars vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Partagez-la avec tous ceux qui travaillent dans le commerce, tous ceux qui ont déjà été suivis dans un magasin, ou tous ceux qui ont besoin d'apprendre que le respect n'est pas réservé aux gens qui ont l'air riches. Avez-vous déjà été victime de profilage ou suivi dans un magasin à cause de votre apparence? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour plus d'histoires vraies et incroyables sur la dignité avant le profit.